Ici Démon pour mon enquête sur le Conseil national de l'Ordre des médecins en France, soupçonné de faire passer l'omerta fraternelle devant la gestion disciplinaire des confrères criminels et la protection des patients. De tels faits pourraient constituer une mise en danger de la vie d'autrui, selon l'article 223-1 du Code pénal, ainsi qu'un grave manquement à l'article 40 du Code de déontologie médicale. De quoi me donner très envie d'y jeter un œil et de tirer ça au clair. Commençons par le commencement. Un peu d'histoire. Le Conseil national de l'Ordre des médecins a été fondé sous le régime de Vichy, qui avait alors établi des ordres professionnels dans le cadre de ses politiques autoritaires et corporatistes. Pour résumer, pendant la Seconde Guerre mondiale, l'ordre n'a pas protégé les médecins juifs de la persécution. Après la libération, le gouvernement de la 4e République a dissous toutes ces institutions pour mettre en place de nouvelles structures. C'est ainsi que l'ordre, tel que nous le connaissons aujourd'hui, a été créé en 1945, avec le mandat de réguler au niveau déontologique et disciplinaire l'exercice médical. Vous vous en doutez, ces origines ont fait l'objet de nombreuses controverses, de critiques, d'appels à la réforme, voire à la dissolution. En effet, certains soutiennent que l'ordre perpétue des attitudes vichistes en concentrant le pouvoir entre les mains d'un petit groupe de médecins, en manquant de transparence dans ses décisions et en ne reconnaissant que partiellement son passé peu glorieux. Malgré sa restructuration totale, un sondage de 2018 révélait que seuls 27% des Français faisaient confiance en l'ordre. De fait, son histoire récente comporte de nouvelles zones d'ombre. En 2012, puis en 2019, ce sont les rapports officiels de la Cour des comptes de France qui ébranlent l'organisme, en détaillant toutes ses dérives, tous ses dysfonctionnements. Les problèmes financiers sont encore mis en avant avec par exemple la découverte de pots de vin reçus de la part de laboratoires pharmaceutiques, d'un siège régional exagérément luxueux avec jardin et piscine, d'indemnités démesurées pour les représentants, de remboursement de frais abusifs, de mauvaise gestion des cotisations, etc. Le plus alarmant reste toutefois l'absence démontrée de suivi disciplinaire par les conseils départementaux concernant de nombreuses affaires ayant abouti à une condamnation sur le plan pénal. Entre 2014 et 2017, 150 plaintes pour des faits à caractère sexuel sont enregistrées dans les chambres disciplinaires de première instance. Près de 43% de ces plaintes ont fait l'objet d'un rejet. En 2013, René Chiche, journaliste, publie un livre intitulé « Enquête sur les mandarins de la médecine ». Il y relate les mêmes problèmes qui semblent persister 10 ans plus tard. En 2023, le documentaire « MeToo chez les médecins » expose là encore la gestion disciplinaire désastreuse des crimes à caractère sexuel commis par des confrères. Pendant ce temps, des médecins se sont dressés contre l'institution et ont tenté de changer les choses, que ce soit par le biais d'associations ou de syndicats. Le docteur Bernard Coadou, médecin bordelais désormais retraité, mène un combat depuis des années. Refusant de payer sa cotisation à un ordre dans lequel il ne se reconnaît pas, il a été assigné en justice par ce dernier. Les poursuites ont depuis été retirées, mais les relations restent tendues. En janvier 2016, il a également lancé le mouvement médical d'insoumission ordinale partielle, visant également à remettre l'ordre en cause. En 2023, le docteur Coadou accuse le Conseil de l'ordre de Gironde d'avoir protégé un médecin reconnu coupable de viol et d'agression sexuelle sur plusieurs patientes. C'est ici que je décide de commencer mes investigations. Toutes ces recherches initiales m'ont donné largement matière à réflexion. En abordant ce sujet peu connu, mon intention est non seulement d'apporter des éléments de réponse au débat public, mais surtout de stimuler votre propre réflexion. Il faut s'emparer de ce sujet car il concerne un acteur majeur de la société. Un acteur qui peut avoir à tout moment un impact significatif sur chacun d'entre nous. Ces premières informations étant clairement à charge, je me dois de me poser la question. Qu'en est-il, factuellement, réellement, en tant que citoyen et potentiel patient? Comment savoir si notre vie et notre intégrité sont effectivement mises en danger? C'est ce que je vous propose d'approfondir avec moi dans une nouvelle enquête citoyenne à la croisée des métiers de journalisme et de détective privé. Tout d'abord, je tente d'établir un contact direct avec l'ordre, mais j'attends toujours à ce jour une réaction de leur part. J'ai ensuite eu l'opportunité de discuter avec le docteur Bernard Coadou. Ces années de lutte l'ont conduit à prendre une quantité de notes sur toutes les affaires problématiques. Ces notes, vous le constaterez, ont apporté une matière
considérable à mon enquête. J'en profite d'ailleurs pour remercier le docteur Bernard Coidou ainsi que toutes les personnes et praticiens qui ont travaillé sur ce sujet ou qui ont courageusement accepté de témoigner pour soutenir mon travail. En ce qui concerne les allégations sur la nature mercantile de l'ordre, l'ordre a déjà répondu au rapport de la Cour des comptes de 2019 en dénonçant des imprécisions et des mensonges par omission, tout en assurant avoir déjà mis en œuvre des actions pour corriger certains points. Dans un communiqué de presse de 2019, l'organisme affirme également avoir porté plainte devant la chambre disciplinaire contre 4 de ses élus pour fraude. Depuis, aucune nouvelle. Si jugement il y a eu, il ne semble pas avoir eu d'impact notable sur ces médecins. Rien à signaler non plus du côté des entreprises des élus actuels, si ce n'est qu'elles témoignent de situations financières confortables. Un rapport de l'ordre daté de l'année dernière atteste un encadrement actuel ferme des indemnités perçues. Et selon un autre praticien syndicaliste interrogé, des efforts ont effectivement été entrepris en matière de gestion des cotisations, en particulier grâce au renouvellement récent du bureau central. J'accepte d'endormir ma méfiance pour l'instant en espérant que la Cour des comptes veillera à la tenue de ces changements de très près. Le Conseil national a donc cadré tout ça, a permis de salarier les principaux membres. Les indemnisations des conseillers sont également placées. Il y a des améliorations. Moi, je suis moi-même conseiller ordinal. Mais ça ne veut pas dire que tout est parfait pour autant. Il y a encore pas mal de dysfonctionnements. La santé, maintenant. La santé des patients, c'est censé être une priorité du Conseil. Pourtant, le charlatanisme, les pseudosciences ne sont pas systématiquement condamnés. Au contraire, certains représentants sont eux-mêmes praticiens de pseudomédecine ou farouchement opposés au vaccin, par exemple. En parlant de vaccin, pendant la pandémie de la Covid-19, l'ordre ne semblait pas vouloir réagir aux polémiques et aux désinformations sanitaires. En 2020, de nombreux signalements accusaient le professeur Didier Raoult de mise en danger de la vie d'autrui, notamment en raison de son plaidoyer pour l'usage d'un traitement sans preuve scientifique. Un premier jugement fut prononcé par le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, sanctionnant l'accusé d'un simple blâme. Toutefois, au niveau national, l'ordre a choisi de faire appel pour que l'affaire soit de nouveau jugée en disciplinaire, espérant obtenir une sanction plus sévère. 3 ans plus tard, aucune avancée concrète ou juridique n'est à noter dans cette affaire. Encore une fois, c'est un tableau en demi-teinte et il n'a pas fini de s'assombrir. Au milieu de l'année 2018, la publication d'une tribune signée par 124 professionnels de santé alertait sur les risques encourus pour les promesses ésotériques et les risques de l'homéopathie. Cet appel a conduit à la fameuse décision de la Sécurité sociale de ne plus rembourser l'homéopathie. Malgré une première réaction ambiguë, l'ordre des médecins a finalement pris position contre l'homéopathie, et même le titre de médecin homéopathe. Cependant, la mention homéopathie reste autorisée sous le titre de médecin généraliste ou médecin cancérologue. Pourquoi ? C'est le docteur Jacques Lucas, médecin généraliste et ostéopathe, une autre pseudomédecine, qui s'est publiquement exprimé sur le sujet en affirmant que le terme médecin homéopathe n'existe pas. Il faut noter d'ailleurs que ce même médecin fait également partie de ceux qui doivent être jugés pour fraude. Tous ces faits soulèvent logiquement des questions sur le rôle de l'ordre en tant que régulateur de la profession médicale et les divergences d'opinion parmi ses membres. En effet, le Conseil, pourtant si difficile à faire réagir, a rapidement pris des mesures disciplinaires contre certains signataires de la tribune, pour motif atteinte à la confraternité, ce qui a provoqué une controverse supplémentaire. La notion de confraternité est un principe clé de la déontologie médicale, impliquant le respect mutuel entre les professionnels de la santé et l'engagement de travailler ensemble pour le bien des patients. Ces médecins-là, ils ont été accusés d'avoir violé ce principe de confraternité simplement en critiquant publiquement la pratique de l'homéopathie. Certains soutiennent que l'ordre emploie le principe de confraternité de manière excessive, ce qui pourrait potentiellement limiter la liberté d'expression des médecins et entraver le débat ouvert sur la qualité des soins médicaux. D'autres insistent sur le fait que la confraternité ne devrait pas dissuader les médecins de critiquer des pratiques qu'ils jugent non scientifiques ou potentiellement nuisibles pour les patients. Parce que si la science ne peut pas être critiquée, elle devient dogme, non ? Que ce soit l'étonnement engendré par la décision du Conseil de s'associer aux plaintes émises par les syndicats d'homéopathes, ou encore la participation de médecins homéopathes en tant que membres de certains jurys disciplinaires, ces situations soulèvent la question des conflits d'intérêts au sein de l'ordre. Certains tributaires ont reçu des blâmes, tandis que d'autres attendent toujours, près de 5 ans plus tard, le verdict de leur jugement. Là-dedans, rien qui ne nous rassure sur la priorité que devrait porter le Conseil à la santé, plutôt qu'à lui-même. Initialement, et pour plein de raisons, le Conseil de l'ordre a été, et toujours d'ailleurs, dominé par des médecins généralistes, ce qui crée déjà une opposition assez franche avec les spécialistes.
parce que ça date d'une époque où médecins généralistes et spécialistes ne faisaient pas exactement le même cursus. On a des diplômes qui sont acceptés par le Conseil de l'Ordre pour mettre en valeur en fait les médecins généralistes par rapport aux spécialistes. C'est pour ça que par exemple l'homéopathie est devenue une spécialité reconnue par le Conseil de l'Ordre, à mon avis. Pendant la crise de l'homéopathie, le Conseil de l'Ordre a reçu tous les syndicats d'homéopathes, toutes les personnes qui étaient du côté des homéopathes parce qu'ils n'étaient pas contents. Nous, on a demandé une entrevue avec le président du Conseil de l'Ordre dans le cadre, parce qu'on était quand même attaqués, hein, accessoirement, on avait quand même un conflit avec des confrères. L'Ordre n'a jamais répondu à notre demande, jamais. Il y a un truc qui était très marrant, c'est pour l'homéopathie, on leur a demandé de prendre position, ils n'ont jamais pris position, ils ont fait le mort pendant très longtemps, jusqu'à ce que l'Académie de médecine dise, bon, c'est bien mignon tout ça, mais il faut qu'on arrête les conneries. Le Conseil de l'Ordre doit se prononcer. Donc, au bout de 6 mois, ils sont prononcés en disant oui, mais on va s'en remettre à ce que dit l'Académie de médecine et la HAS et machin. On s'en remettra à leurs décisions, gna gna gna. Et ça leur a mis du temps. Pareil pour la crise Covid. Dès qu'il a fallu prendre position sur certains trucs, ils ont fait on n'est pas là, on est d'abonnés absents. Bizarrement, quand la Cour des comptes sort un rapport, ils ont fait un communiqué de presse dans la journée. Si le Conseil de l'Ordre faisait vraiment son travail, la crise Covid, on ne l'aurait pas vécu de la même façon. La crise Covid, les mecs qui sortaient des dingueries, le lendemain, il y avait le président du conseil régional, le conseil départemental, du conseil régional dans leur bureau, en disant non mais ça va pas la tête. Il devrait y avoir un avis suspensif. Il y a un vrai problème de gestion politique et de gestion, même j'ai envie de dire idéologique. Je veux dire, il y a vraiment un problème de mission de l'ordre. L'ordre ne fait pas la mission pour laquelle il est censé travailler en fait. Et c'est quelque chose qui fait sur l'ordre, on voit, aucun médecin n'a peur de l'ordre. Même eux qui éditent le serment d'Hippocrate. Je veux dire, ils sont là pour défendre le code de santé. Ils participent à l'écriture du code de santé publique, le code de déontologie. C'est eux, ils sont garants du code de déontologie. Et les mecs ne le font pas respecter. Et puis il n'y a rien qui va. Honnêtement, à l'heure actuelle, le Conseil de l'Ordre, à part me piquer 2 fois ma cotisation parce qu'il me l'applique pour moi et pour mon entreprise, à part me piquer 2 fois ma cotisation, je n'attends rien du Conseil de l'Ordre. C'est peut-être l'un des seuls trucs qui est à peu près respecté par le Conseil de l'Ordre. Et le problème, c'est que c'est un totem d'immunité qui est vraiment brandi à toutes les sauces, la non-confraternité. Ils sont là pour défendre l'art de la médecine, avec l'adaptation aux données de la science, tout ce que tu veux. Mais ils sont pas là. Le mec qui fait de la merde, tu fais de la merde. Non, tu peux pas. C'est pas comme ça. Il y a une phrase qui est importante dans le serment d'Hippocrate, c'est l'atteinte à l'image de la médecine. Ça nécessite d'être parcimonieux, c'est-à-dire qu'il y a une partie qui dit je ne ferai rien qui dépasse mes compétences et j'entretiendrai mes connaissances pour les exercer au mieux. C'est-à-dire que savoir dire je ne sais pas et continuer à pratiquer en entretenant ses compétences, mais c'est important. Chaque mot, chaque phrase du serment d'Hippocrate sont importantes. Le sujet qui me tient le plus à cœur, les précieux documents compilés par le docteur Quadou. Il rapporte et référence tous les cas de silence fraternel dans le domaine pénal. En voici une synthèse, agrémentée de quelques nouvelles données glanées par mes soins. Allons-y, il y en a beaucoup. Alors, il y a l'ancien radiologue de Langon, nommé Bassam El Habsi, condamné à 17 ans de réclusion criminelle pour viol et agression sexuelle sur 8 femmes, dont une mineure à l'époque des faits. Ce docteur a été radié par la chambre disciplinaire de l'ordre régional des médecins pour attouchement seulement 16 ans après la première plainte. D'ailleurs, l'ordre départemental des médecins de Gironde reconnaît avoir reçu ces différentes plaintes et assure avoir organisé des conciliations à plusieurs reprises entre la victime déclarée et le médecin accusé. Imaginez la souffrance des femmes dans ces pseudo-médiations inutiles et qui plus est classées sans suite pendant 16 ans. Le conseil s'est finalement décidé à agir après que la justice républicaine ait été saisie au moment où le docteur Bassam El Habsi prenait sa retraite, en septembre 2018. Le président de l'ordre des médecins de Gironde, Fabrice Broucas, considère que l'ordre a joué son rôle dans cette affaire. Suite à quoi le docteur Bernard Quadou a répondu publiquement ne pas partager cette satisfaction ordinale. Et il poursuit l'absence de sanctions prononcées sur cette période équivaut à avoir protégé monsieur El Habsi pendant tout ce temps. L'ordre a fait le choix de négliger la parole des victimes. Il est clair qu'il y a un problème et pas des moindres. On peut poursuivre. La tristement fameuse affaire Joël Le Squarnec.
également connue sous le nom d'affaire du chirurgien de Jonzac, qui implique un médecin reconnu coupable pour 370 agressions sexuelles et actes pédocriminels en 2020. Qu'est-ce qui s'est passé ici? L'Ordre des médecins a été alerté à de nombreuses reprises depuis 2005. Mais encore une fois, il n'a pas agi ni transmis les plaintes à la justice, révélant ainsi des négligences et insuffisances majeures qui ont permis la perpétuation de cette pédocriminalité d'une extrême gravité. Des journalistes du journal Le Point ont révélé en 2019 qu'ils avaient eu accès à un procès-verbal d'audition qui faisait mention de l'existence d'un dossier disciplinaire du Conseil de la région Bretagne. Ce dossier aurait entraîné pour le chirurgien l'obligation d'avoir un autre praticien présent lors de l'examen clinique de mineurs, bien que prétende qu'aucune sanction disciplinaire n'a été imposée par l'ordre. En 2020, le docteur Mourgue, vice-président de l'Ordre des médecins, affirmait que ce chirurgien machiavélique avait un talent remarquable pour dissimuler son comportement prédateur. S'il y a eu une omerta familiale, il a été particulièrement vigilant pour ne pas être pris en flagrant délit dans le cadre professionnel. Ce ne sera finalement que sur sa demande et pour convenance personnelle que Joël Le Squarnec finit radié en 2017 de l'Ordre des médecins. Non seulement l'Ordre semble se contredire en disant qu'il n'a pas fait de sanction, mais en fait il y en a peut-être eu une, mais surtout l'ordre semble complètement nier la réalité. Bernard Henrique maintenant, gynécologue à Arras, fait également l'objet d'une enquête suite à des allégations de viol et d'agressions sexuelles portées par 60 patientes depuis novembre 2015. Lorsque la première plainte est déposée en 2009 auprès du Conseil de l'Ordre du Pas-de-Calais, le docteur Henrique est convoqué pour un entretien qui ne donnera lieu à aucune suite. Le président de l'Ordre de cette époque justifiait cette décision en disant que nous l'avons entendu, il a complètement nié toute l'affaire, nous l'avons cru, il n'y avait aucune raison de ne pas le croire. De son côté, le docteur Mourgue, encore lui, assure qu'aucune information sur le dossier n'a été remontée par le Conseil du Pas-de-Calais ces 5 dernières années et qu'au niveau national, l'Ordre a décidé de mener une enquête interne. Effectivement, c'est pertinent. Depuis 2015, le docteur Henrique n'est plus autorisé à exercer en tant que gynécologue. Cependant, il continue aujourd'hui de pratiquer en tant qu'endocrinologue dans le même cabinet où il officiait auparavant. J'ai pu le retrouver sur Doctolib, le site de prise de rendez-vous en ligne, où il est toujours présent en tant que gynécologue médical et obstétrique. Depuis sa mise en examen, 3 juges d'instruction se sont succédés au parquet de Béthune pour que rien ne change. La priorité est donnée aux affaires concernant des personnes placées en détention provisoire. Bref, comme tout le reste, c'est le point mort, alors que des patientes sont toujours en danger, maintenant. Ensuite, le docteur André Azout, gynécologue réputé, reconnu coupable d'agression sexuelle sur 5 de ses patientes et condamné à 8 ans de prison. Il y a eu aussi une trentaine d'autres patientes qui ont déposé plainte contre lui, mais ces plaintes ont été jugées prescrites. Entre 1985 et 2005, l'Ordre des médecins a reçu pas moins de 10 rapports ou plaintes concernant le comportement inapproprié du docteur Azout. Malgré cela, aucune mesure disciplinaire n'a été prise durant cette période. Suite à cette inaction, la Cour administrative d'appel de Paris a condamné l'Ordre en octobre 2012. En 2013, le docteur Azout a finalement été radié de l'Ordre des médecins. L'équipe du conseil départemental de l'Ordre des médecins de Paris, en place à l'époque des plaintes, a été complètement dissoute en 2007 et remplacée par une nouvelle direction suite à cette affaire. Philippe Biclet, ancien secrétaire général adjoint, a admis des manquements dans la gestion du dossier. En réponse à un rapport sur ce sujet en 1999, il avait demandé au docteur Azout de s'engager à être accompagné d'une secrétaire lors de ses consultations. Le docteur Azout n'a pas respecté cet engagement. Jean-Claude Meau, un autre ancien secrétaire général de l'Ordre de Paris, a exprimé des regrets lors du procès du docteur Azout, après avoir été confronté au fait qu'il n'avait pas répondu à une plainte déposée par une patiente en 1996. Je comprends les regrets. Prenons également le cas du docteur Vinh Tran Pyok. Je ne sais pas si je le prononce bien, c'est un gynécologue établi dans le Val d'Oise, contre qui pas moins de 160 plaintes pour violences sexuelles ont été déposées. Malgré cette multitude de plaintes, aucune suspension n'a été prononcée par l'Ordre des médecins, cela ne nous étonnera plus. Toutefois, dans ce cas, l'Agence régionale de la santé lui a imposé une interdiction temporaire d'exercer. Merci. Il est important de noter que les plaintes contre lui ont commencé à affluer dès l'an 2000. Mais toutes ont été classées sans suite par l'Ordre, jusqu'à l'ouverture d'une enquête en 2013 par le procureur de la République, qui est toujours en cours. Malheureusement, une trentaine de ces actes étaient déjà prescrits à ce moment-là. Actuellement, ce gynécologue est à la retraite et attend son jugement, tandis que ma foi en l'humanité poursuit sa chute. Quant au psychiatre Jean-Paul Guittet, établi au Mans, il a été mis en garde à vue et a fait l'objet d'une mise en examen avec ouverture d'une information judiciaire pour abus de faiblesse, viol et agression sexuelle,
accompagné d'une interdiction d'exercer cette fois. Depuis 1980, 5 patientes l'ont accusé de délits sexuels, soit auprès de l'ordre des médecins, soit en déposant des plaintes à la police. En 2009, l'une des victimes s'est donné la mort suite au traumatisme provoqué par le psychiatre. 10 ans plus tard, le Conseil a reconnu que le docteur en charge de son cas aurait sans doute dû transmettre ce signalement à la justice. Sans doute, oui. En février 2018, son interdiction a été levée et le docteur Guité a pu reprendre son activité et recevoir des patients, à l'exception des femmes et des adolescentes, quand même. Finalement, en septembre 2018, après 38 ans d'impunité ordinale, il a enfin été radié par le Conseil de l'Ordre des médecins à l'âge de 73 ans, alors qu'il était déjà à la retraite. Citons brièvement quelques derniers exemples. Le docteur Gilles Soubiran, ancien président du Conseil de l'Ordre des médecins en Polynésie, placé en résidence surveillée suite à des accusations de viol sur mineurs et de détention de photographies à caractère pédopornographique. J'ai vérifié, à ce jour, le docteur Soubiran a encore la possibilité de travailler en tant que vacataire hospitalier, grâce au silence de ses collègues ordinaux. J'ai pu confirmer également qu'il est toujours inscrit en tant que médecin dans le registre de l'Ordre des médecins. Il a néanmoins préféré démissionner lui-même de son poste de président de l'Ordre. L'ophtalmologue réunionnais Jean-Joseph Roche, également pédocriminel, condamné à 12 ans de réclusion criminelle en 2013. Ce n'est qu'en 2017, soit 4 ans après sa condamnation pénale, qu'il a été radié du tableau de l'Ordre. Lors de sa tentative pour faire appel de sa peine, celui-ci affirmait bénéficier du soutien d'une assistante sociale ainsi que celle de l'Ordre des médecins. Enfin, citons Feu Gilbert Rochman, gynécologue et pédiatre français, praticien et adepte d'une sexologie médicale non conventionnelle, mis en examen pour des accusations de viol à l'encontre de 13 de ses patientes. Ce médecin ne fut sanctionné que par un simple blâme par le Conseil. Et pire, il n'a pas été sanctionné pour les actes qui lui étaient reprochés, mais pour avoir enfreint le secret professionnel en révélant à sa femme ce qui s'était produit. Finalement, il succomba à un cancer avant la date de son procès en 2009. C'est comme si toutes ces affaires n'intéressaient tout simplement pas l'ordre, comme s'il avait mieux à faire, que ça ne le concernait pas. Et l'ordre historiquement a toujours été opposé quand il y a eu la formation du planning familial avec, ils ont donné un blâme à la médecin qui était au fondement du planning familial. L'allongement du délai d'IVG de 2 semaines, ils étaient contre. Page 105 à 110, je crois, hein, de ce rapport de la Cour des comptes. Et c'est vrai que ça nous a appris des choses et ça nous a interpellés en disant qu'au-delà des affaires ponctuelles qu'on connaissait, hein, et qui sortent dans les médias de temps en temps, il y avait véritablement, dans des domaines aussi importants que celui-là, une faille systémique de l'ordre des médecins, quoi. L'ordre des médecins, il n'arrête pas de dire qu'il fait le ménage parmi les médecins dans l'intérêt des patients. Et là, on voit que l'intérêt des patientes et des patients, il est nié, y compris dans des situations d'agression sexuelle ou de viol, par des prédateurs qui sont aussi présents dans le milieu médical. Ça a été une agression sexuelle qui a été protégée pendant 28 ans par l'Ordre des médecins, puisque l'Ordre a reçu dès 1988 des premières plaintes et qui n'a pris une sanction qu'en 2013. Bon. Parallèlement, André Azout, il a été condamné, heureusement, par notre justice républicaine à 8 ans d'interdiction d'exercer et il a fini sa peine là, cette année. Mais dans un cas comme celui-là, avec la notion de confraternité dont je parlais, Monsieur Richard Poitevin, qui était un chirurgien à l'époque en Île-de-France, orthopédique, dont la femme a été victime d'André Azout sur le plan sexuel, Céline Poitevin. Donc son mari Richard, quand il a eu ses confidences de son épouse, il a essayé de rechercher par Internet, à l'époque, ça existait déjà, d'autres personnes victimes. Et puis pour essayer d'entamer une défense de sa femme et des autres victimes éventuelles. Mais il a été condamné par l'Ordre des médecins, une amende et un blâme, autant que je me rappelle. Il a été condamné parce qu'il était en rupture de confraternité par rapport à l'agresseur André Azout. Vous comprenez? Alors, l'autre affaire Cordier, Jean-François, autant que je me rappelle, à La Réunion, alors lui, il faisait partie de l'Ordre des médecins. Bon, il a été pris pour détention, achat d'images pédopornographiques. Une remplaçante à lui, médecin, qui s'en est aperçue,
parce qu'elle a découvert sur l'ordinateur plein de documents, etc., de cet ordre-là, et qu'il a signalé. Elle a été sanctionnée par l'Ordre des médecins pour rupture de la confraternité. Donc on a, non seulement ils font mal un certain boulot, etc., mais on a des pratiques de notre âge ou de notre monde, je dirais, qui sont tout à fait opposées à nos valeurs républicaines d'ensemble. Je veux dire, assistance à personne en danger, etc. Donc, voilà, donc il y a une partie des médecins, dont ceux bien sûr qui font tourner la machine ordinale, qui baignent dans ce sentiment un peu de confraternité, et voilà, et qui en perdent un peu là, les notions démocratiques, citoyennes de base. Si vous avez été victime d'un médecin qui vous a agressé sexuellement ou violé, vous portez plainte à l'ordre des médecins, vous allez être convoqué en même temps que votre agresseur, présumé. Devant l'ordre des médecins, c'est une réunion de conciliation. Et s'il y a absence de conciliation, après l'ordre des médecins, le conseil départemental peut transmettre à la chambre disciplinaire régionale. Mais il ne le fait pas toujours. Donc vous voyez comment ça... Et c'est parole contre parole. Et je veux dire, dans l'affaire El Habsi, il y a eu à 7 reprises, alors à la fois par des victimes et par 2 médecins qui ont soutenu leurs victimes parce qu'ils étaient leurs médecins, des choses qui sont arrivées à l'ordre des médecins, et chaque fois c'était mis sous le coude. Parole contre parole, le médecin ne connaît pas les faits, bon, mais voilà, on en reste là. Donc, voyez comment ça fonctionne. Donc, moi, je crois que c'est pas trop violent que contestataire ou rebelle que de dire il faut un grand coup de balai, quoi. Parce que jusqu'à maintenant, l'ordre des médecins dit ah ben nous, on était au courant de rien, on nous a pas mis au courant. Et puis, il a réussi à se faire admettre lors du premier procès à Saintes, en cour d'assises, comme siégeant sur le banc des parties civiles et des victimes, en disant l'ordre des médecins est là pour défendre l'image de la profession, c'est un autre aspect du code de déontologie. La profession a été salie par les pratiques de M. Luscoarnec, donc nous on est là pour défendre l'image des médecins. Mais ils oublient de dire qu'ils étaient au courant de tout et qu'ils sont protégés, M. Luscoarnec, pendant depuis 2006, on va dire, et qu'ils l'ont jamais sanctionné, alors qu'ils étaient au courant de certaines malversations et qu'ils avaient le pouvoir de faire quelque chose, quoi. Et M. Luscoarnec, tranquillement, a demandé de manière volontaire sa radiation en 2017 qu'il a eue. Donc il n'a jamais été sanctionné par l'ordre des médecins. Et à titre d'exemple, mais c'est très compliqué parce qu'on n'est pas au courant de toutes les délibérations internes de l'ordre, etc. Mais Frédéric Benoît l'a reparlé en février dernier, c'est l'avocat de la voix de l'enfant qui s'est porté partie civile là, dans le procès. Mais on a appris que M. Luscoarnec, qui avait été condamné par le tribunal correctionnel de Vannes à 4 mois de prison avec sursis et 20 000 € d'amende pour détention et achat d'images pédopornographiques, ben, il avait été entendu en 2006, en décembre 2006, dans la suite, par l'ordre des médecins, le conseil départemental du Finistère, qui avait jugé que ces pratiques et ces condamnations n'étaient en rien contraires au bon principe de moralité contenu dans le code de déontologie qui doit baliser le comportement et la pratique de tout médecin. Non. Donc, vous voyez, à l'unanimité, le conseil départemental du Finistère, en décembre 2006, a décidé de ne rien faire par rapport à Joël Luscoarnec. Et on a plein d'épisodes par la suite et qu'on va apprendre, parce que nous, on apprend par les médias, mais on ne peut pas avoir les documents internes à l'ordre des médecins et aux chambres disciplinaires. Et voilà, donc on va avoir, je crois, beaucoup d'éléments là dans ce deuxième procès et dans les mois qui viennent pour essayer de mettre en lumière quelle est la pratique de l'ordre des médecins dans le domaine des plaintes dont on parlait et spécifiquement dans le procès de Joël Luscoarnec. En conclusion, que l'on attribue ces dysfonctionnements à un code du silence fraternel, à une simple négligence, à un manque de discernement, à la lenteur de la justice ordinale et pénale, à une réelle volonté malveillante ou à toute autre raison, force est de constater que des situations dramatiques existent, se produisent et mettent un temps alarmant à éveiller les consciences. Elles posent des questions sérieuses sur la responsabilité, l'éthique et l'efficacité de cette instance chargée de superviser la profession médicale. Des solutions doivent être trouvées pour prévenir de tels actes
et garantir la sécurité et la confiance des patients. Parmi les suggestions recueillies auprès des différents praticiens témoins, il serait essentiel d'initier une utilisation plus encadrée de l'article 40 pour prévenir les abus du principe de confraternité afin de protéger en priorité l'intégrité des patients. Il serait également important de réfléchir à une harmonisation des décisions et des communications entre les différentes chambres disciplinaires. Ce serait bien également de prévoir la possibilité de suspendre en urgence un praticien incriminé dans l'attente d'instruction judiciaire. On peut aussi penser à utiliser davantage les commissions d'experts et d'intervenir plus clairement et plus rapidement dans les questions médicales inséminées dans le débat public, avant que ça ne fasse des dégâts et afin que l'ordre des médecins cesse enfin de faillir à sa mission. Et nous, quel est notre rôle en tant que patients et citoyens ? Avant tout, je pense que nous devons nous informer, et ce, pas seulement grâce à cette vidéo, mais en allant plus loin, en nous appuyant sur les sources que je mets à votre disposition, et sur les vôtres, que je ne connais pas encore, mais que j'ai envie de connaître. Ensuite, il me semble qu'il est primordial de faire entendre notre voix. N'hésitez pas à vous exprimer, à partager, à alerter. Le Conseil national de l'ordre des médecins finira peut-être par prêter attention à ces graves dysfonctionnements et à prendre les mesures nécessaires. Bien entendu, il ne faut pas omettre les axes d'amélioration potentiels qu'il a d'ores et déjà mis en œuvre, ainsi que les différentes actions en justice déjà intentées contre lui. Mais les éléments que je viens de soulever démontrent que le verre est loin d'être ne serait-ce qu'à moitié plein. Quoi qu'il en soit, si vous êtes victime d'un médecin et que vous vous sentez comme un David contre un Goliath, ne vous découragez pas. Faites remonter votre plainte. N'hésitez pas à me contacter si nécessaire. Vous pouvez faire appel à mes services de détective privé ou à ceux de mes confrères pour établir un rapport recevable devant toutes les juridictions, y compris celles des instances disciplinaires du Conseil. En somme, votre rôle en tant que patient et citoyen est essentiel dans l'amélioration continue du système médical. L'implication de chacun d'entre nous est nécessaire, je pense, pour garantir une prise en charge respectueuse et de qualité pour toutes et tous. Sur cette chaîne, je vous prends avec moi dans cette invocation de la connaissance, dans cette tentation de connaître les péchés des autres. Je vous lance un appel à toutes et à tous pour que vous participiez concrètement à cette quête de justice populaire, donc démoniaque. Guettez votre montre lorsqu'elle affiche 6h66. Il se pourrait qu'elle présage l'arrivée de l'une de mes prochaines enquêtes inédites et publiques sur les petits secrets d'internet et sur ces gens qui profitent de leur pouvoir à vos dépens. Rejoignez-moi, rejoignez-nous et enquêtons. Notre mission ? Nous défendre par l'investigation.